Salut à toutes, salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va bien, j'espère que l'année a bien commencé pour vous. Sur les chapeaux de roue, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter le nouvel arrivage de Blu-ray, DVD et CD dans ma collecte. J'ai trouvé des trucs vraiment sympas, des trucs connus, des trucs pas connus, pas courants, qui m'ont fait bien plaisir quand je les ai trouvés. Et nous allons commencer par voir la vie en bleu avec du Blu-ray. Direction Easy Cash pour 4,99 €, je me suis enfin trouvé Austin Powers de Jerwash avec Mac Myers, Elizabeth Hurley et Robert Wagner. Un film culte pour ma part où l'on suit les aventures d'Austin Powers, un agent secret très très spécial qui s'est fait cryogéniser dans les années 60, puis plus tard décongelé dans les années 90 pour pouvoir lutter contre son ennemi juré, le docteur Evil. J'adore ce film, mon frère et moi, on le regardait beaucoup quand on était plus jeune, on avait la VHS enregistrée. C'est le film qui m'a donné envie de m'intéresser aux années 60 par rapport aux modes, par rapport aux mœurs, par rapport à la philosophie, par rapport à la musique de cette décennie. Austin Powers, c'est un personnage qui glorifie beaucoup les années 60 parce que c'était la liberté totale, mais il glorifie aussi les années 90 parce que pour lui, les années 90, c'est à la fois la liberté et la responsabilité. Il y a comme ça un message dans le film comme quoi l'amour libre des années 60 c'est très bien, mais avec les capotes des années 90 c'est encore mieux. Austin Powers c'est aussi un pastiche de tous les films d'espionnage comme Fantomas, comme Chapeau melon et bottes de cuir, tous les James Bond évidemment, quasiment tous les méchants du film sont des références à des ennemis de 007. Donc si on est calé sur ce genre de film, Austin Powers c'est un peu la récréation. Je trouve également l'ambiance de ce film vraiment unique. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il existe beaucoup de films qui ressemblent à celui-ci. Les costumes, les décors, les accessoires, la photo, les musiques, c'est vraiment un beau travail, une belle réussite. Ça donne une comédie très pop, très colorée. Bon, l'humour n'est pas toujours très finaux, il est très porté sur le dessous de la ceinture, parce qu'Austin Powers est un authentique obsédé sexuel, il pense qu'à ça, il parle que de ça, mais bon, moi ça me fait quand même rire. Le truc avec Delta de Vagin, le quiproquo avec la pompe à agrandir le pénis, les fembots avec leur nichon mitraillette, voilà, tout ça, ça me fait rire. Je suis carrément moins fan des deux suites qu'il y a eu. Austin Powers, l'espion qui m'a tiré, et Austin Powers contre Goldmember, je les trouve largement moins drôles et un peu prétentieux. Je trouve que le bon esprit de l'original s'évapore beaucoup, puis complètement avec le deuxième, puis le troisième volet. En 2011, ils avaient commencé à bosser sur un quatrième film, puis après, plus de news. Mais bon, je suis persuadé que ça se refera un jour, hein. Il n'y a pas photo, on sait très bien comment ça fonctionne. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, comme pour beaucoup de sagas, le tout premier film restera indétrônable et indispensable. Donc voilà pour Austin Powers de Jerwash. Ensuite, toujours chez Easy Cash, toujours en Blu-ray et toujours pour 4,99 € avec 1 € de plus, un autre de mes cultes des années 90, c'est Anaconda de Ruiz Loza avec Jennifer Lopez, John Voight, Owen Wilson et Danny Trejo. Alors moi, autant j'adore tous les films du style Sharknado, l'attaque du requin à deux têtes, Mégapython versus Gatoroid, je sais plus trop ce qu'il y a d'autre, Méga Shark versus Crocosaurus, tous ces gros nanars invraisemblables commandés par Sci-Fi qui passent en deuxième partie de soirée sur Énergie 12 avec des serpents géants, des gros requins, des crocodiles énormes. Autant j'aime aussi ceux qu'on peut regarder au premier degré et qui sont un peu plus sérieux, dans la lignée des Dents de la Mer de Jurassic Park par exemple. Anaconda est plutôt de cela. Voilà, c'est un vrai film d'aventure dans la jungle. Il est plutôt bien fait, plutôt bien joué. Jennifer Lopez, à l'époque, elle jouait vraiment bien. John Voight, il est excellent. Le scénario tient bien la route aussi. Question effets spéciaux, il y a de l'animatronique et les images de synthèse. L'animatronique est utilisée au maximum quand c'est possible, et après, quand ça devient un peu plus acrobatique, un peu plus rapide, c'est l'image de synthèse qui prend le relais. Il y a eu des suites à ce film, ou plutôt des fausses suites, et qui sont beaucoup plus second degré cette fois-ci, voilà, qui sont plus dans le style des Sharknado, etc. Celui que j'avais vu, c'était le troisième, Anaconda 3, l'héritier, avec David Hasselhoff. Bon, déjà, David Hasselhoff au casting, ça vous donne une idée du niveau. Ils ont fait un cinquième
et qui a été diffusé l'été dernier aux États-Unis avec Robert Englund notamment, et qui s'appelle Lake Placid versus Anaconda. Comme son nom l'indique, c'est un crossover avec Lake Placid. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air bien bébête, encore une fois, dans tous les sens du terme. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il soit diffusé un de ces soirs sur Énergie 12, mais pour patienter, on peut toujours revenir à la source. Anaconda, voilà, si on aime les bons films animaliers, les documentaires National Geographic qui dérapent, c'est ce qu'il faut. En plus, l'image du Blu-ray est magnifique. Ensuite, on change de magasin, on va dans un truc qui s'appelle Depocash, où je me suis pris pour 2,90 € Strass de Vincent Lanoux, un film que je voulais depuis fort, 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 fort longtemps, de la comédie noire Made in Belgique. Les Belges sont des gens extrêmement sympathiques, extrêmement chaleureux, et ils font aussi d'excellentes comédies noires qui prennent aux tripes et qui franchissent toutes les limites. Strass, c'est un docu-fiction qui se déroule dans un conservatoire de théâtre à Bruxelles et qui vient à la rencontre du directeur, des élèves et de Pierre Radowski, un prof de théâtre complètement taré, névrosé, manipulateur, qui passe son temps à hurler, à insulter tout le monde, à humilier ses élèves, à toucher les filles au nom de sa pédagogie ouverte. C'est un gros bipolaire. À chaque fois, il déclare qu'il démissionne, puis finalement, le lendemain, il revient en conservatoire, tout sourire, comme une fleur, comme si de rien n'était. Bref, un gros, gros, gros psychopathe. En fait, bon, je vais vous parler un peu de ma vie dans cette vidéo, Mireille Dumas, mais moi, j'ai beaucoup connu ça, puisque j'ai fait des écoles de théâtre il y a quelques années. 2 ans dans le privé, 1 an dans le public. Et ce que j'ai pu vivre, pu voir, pu entendre, c'est exactement comme dans le film, quoi. Dans le moindre détail, quasiment. Faut savoir que les écoles de théâtre, ce sont des refuges de malades mentaux. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ce sont des drames, des ragots, des confusions, des engueulades, des magouilles, des pleurs, des rivalités. Mais même pas des rivalités entre les élèves, ça va être des rivalités entre les profs, des rivalités entre les profs et les élèves. Une école de théâtre, c'est le seul endroit au monde où vous pouvez rencontrer des vieux cons de 50 ans jalouser des minettes 20 piges, ce qui est complètement absurde. En fait, vous vous rendez compte que le théâtre, que l'artistique, dans un cours d'art dramatique, c'est extrêmement secondaire finalement, et que c'est toujours la connerie qui prime au bout du compte. Pour donner une image, je dis souvent qu'un cours d'art dramatique, en fait, c'est comme une émission de télé-réalité, vous voyez, mais sans les caméras. Et le pire dans tout ça, c'est que les gens restent. Les gens restent parce que je sais pas, parce qu'ils pensent peut-être en toute innocence, sûrement que les profs vont faire d'eux des stars de cinéma, qu'ils vont les soutenir, qu'ils vont les faire rentrer dans le métier, alors que pas du tout. Parce que je pense aussi que l'ambiguïté des rapports profs et élèves est tellement forte, tellement troublante dans ce genre de contexte très particulier, que c'est un peu le syndrome de Stockholm, quoi, carrément. Et tout ça, en fait, on le retrouve dans le film de Vincent Lanoux, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait rire, et aussi tordu le cœur, parce que voilà, c'est tellement proche, comme je vous le disais, de ce que j'ai pu vivre, voir et entendre pendant 3 ans de cours d'art dramatique. J'ai toujours dit que j'écrirais un livre là-dessus, et un jour je le ferai, c'est sûr, parce que il y a tellement de matière, il y a tellement de choses à dire, c'est tellement dément, c'est tellement invraisemblable. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie d'être acteur, de faire une école de théâtre à Paris, regardez d'abord absolument Strass de Vincent Lanoux pour avoir une petite mise en bouche de ce qui vous attend. Voilà, toujours, ensuite, toujours chez Depocash, j'ai trouvé pour 1,90 € et j'ai vu le film Bimanké de Michael Radford avec Asia Argento, Rupert Everett et Jonathan Rhys-Meyers. J'aime beaucoup Michael Radford, j'adore Asia Argento. C'est une de mes actrices préférées, elle répond à tous mes critères d'actrice préférée, donc forcément Asia Argento chez Michael Radford, ça m'intéressait plutôt beaucoup. Ici, cette fois, nous sommes à Londres. Asia Argento joue Bimanké, qui est une braqueuse de grand talent et qui en a un peu marre de vivre une double vie. Elle cherche à vivre une existence plus paisible, plus normale. Et un soir, elle va rencontrer Alan, un maître d'école passionné de jazz, un peu rongé par la routine.
Ça va être le début d'une histoire d'amour très intense. Ils deviennent des amants très fusionnels. Ils vont se barrer à Paris sur un coup de tête. Ils s'envoient en l'air tout le temps, ils discutent et quand ils se disputent, une minute après, ils se rabibochent aussitôt. Mais malheureusement pour Bimanké, elle est vite rappelée par ses anciens collègues braqueurs, par son ancien boss, parce qu'on ne se défait pas aussi facilement d'une vie de criminel. Donc elle va être confrontée à pas mal de dilemmes et elle va tenter, grâce à l'amour d'Alan, de trouver enfin sa liberté. Bimanké, c'est un film dans l'urgence, il est très énergique, plein de caféine, on n'a pas une minute pour trouver le temps long. L'histoire d'amour entre Bimanké et Alan, elle fait complètement rêver. Elle est très crédible. On aurait presque envie de rentrer dans l'écran pour leur proposer un ménage à trois, tellement ils sont heureux et qu'on a envie d'être avec eux, de partager leur histoire. Asia Argento est excellente. Le duo qu'elle forme avec Jared Harris, pardon, est très attachant. C'est pas facile à classer comme film. En 1 heure et demie, on passe par tous les genres. Il y a de la comédie, il y a du drame, il y a de l'action, il y a du thriller, il y a de l'érotisme. Chacun peut y trouver en tout cas son style, son attache, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour Bimanké de Michael Radford. Ensuite, une grosse surprise. Un film que je pensais jamais avoir de ma vie. On m'avait dit qu'il n'était pas sorti en France et que j'ai trouvé. Alors là, c'était vraiment inattendu dans un petit supermarché sur une aire d'autoroute. J'ai juste jeté un œil sur les DVD qu'ils avaient sans trop de conviction. Et voilà que je me retrouve nez à nez avec une édition francophone inédite du film A Hole in My Heart de Lucas Moodysson à 4,99 €. Une grosse surprise, voilà, j'en croyais pas mes yeux, parce que jamais j'aurais pu penser déjà trouver ce DVD pardon, en édition francophone, et en plus sur une aire d'autoroute, donc vraiment un truc de ouf. J'étais tellement surpris que j'en ai parlé à la caissière, la fille elle devait s'encarrer royalement, mais j'avais besoin d'en parler tellement j'étais sous le choc de trouver ce DVD avec une jaquette en français, les sous-titres français dispo, et à un prix quand même super abordable pour une rareté pareille. En fait... A Hole in My Heart, c'est un film suédois que j'avais vu sur Arte en 2008. Avant sur Arte, le vendredi soir, il y avait une case qui s'appelait Cinéma Trash, qui passait des films d'horreur, des films expérimentaux, des films plutôt extrêmes, des trucs bizarres un peu kitsch, des trucs SM genre Coming Apart, Tokyo Décadence, des films de Jodorowsky, voilà ce genre d'univers très barré. Et A Hole in My Heart m'avait scotché à l'écran et cassé le pif par la même occasion. Je vous avais déjà parlé de Lucas Moodysson par rapport à sa comédie romantique Fucking Amal. Ici, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est plus drôle du tout, c'est pas romantique pour un sou. On se retrouve en compagnie de Ricard et de son fils Eric, qui ont une relation très chaotique et les choses ne vont pas s'arranger entre eux puisque Ricard a décidé d'inviter dans leur appartement Tress et Gecko pour tourner un porno. Et plus les jours passent, plus les choses tournent au cauchemar. Eric se replie de plus en plus sur lui-même dans sa chambre en écoutant de la musique au casque tout seul dans le noir, tandis que le film porno de Ricard vire complètement au snuff avec des trucs super dégueulasses. Pendant 1 h 30, on est en huis clos avec ces 4 personnages et on suit leur autodestruction physique et mentale. C'est vraiment une expérience éprouvante avec des scènes, des images et des sensations très dures. Lucas Moodysson, avec sa caméra, il va vraiment au plus profond, au plus près des personnages et de leurs déchéances. Il y a beaucoup de caméras à l'épaule, un peu comme si on était sur un champ de bataille. C'est très clinique, il y a des phénomènes pardon, comme ça un peu épileptiques qui traversent l'image. Il y a beaucoup de musique expérimentale en bande sonore, tout ça pour accentuer un peu plus le malaise. Ça se veut une parodie glauque en quelque sorte de la télé-réalité, puisqu'on est quasiment tout le film en huis clos et qu'il y a des moments confessionnels où les personnages parlent face caméra. Alors, c'est pas non plus un film à sens unique sur la route du morbide, de la misère, de la violence et du sexe qui mène tout droit en enfer. On a quand même des petites bouffées de poésie, même si ça reste encore parfois très sombre. Justement, dans les moments confessionnels où c'est très sensible, où on en apprend un peu plus sur les personnages, sur leurs rêves, leur enfance, leurs démons, leurs fêlures. Quand on les écoute, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la famille, des traumatismes, des drames familiaux qui les ont menés dans le trou noir où ils sont aujourd'hui. C'est vraiment un très bon film. Bon après, faut aimer le genre borderline. Tu regardes pas ça pour te détendre, pour passer un bon moment, ça c'est sûr.
C'est un film où le spectateur est lui aussi amené à repousser ses limites, en tout cas s'il accepte d'aller jusqu'au bout. En tout cas, encore une fois, merci la Belgique, puisque ceci est une édition belge. Je sais pas du tout comment ça a pu se retrouver sur une aire d'autoroute entre Rennes et Paris, mais je suis vraiment, au risque de radoter, très surpris, vraiment très heureux, trop content de l'avoir trouvé. J'ose même pas croire que je le possède, qu'il est entre mes mains. C'était tellement inattendu, tellement inespéré. Voilà, ouf, 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 A Hole in My Heart de Lucas Moodysson, un diamant rare un peu sale, un peu crade, mais qui ajoute un peu de prestige à ma collection. Voilà, je termine cette vidéo par un peu de musique. Je m'éclaircis un peu la voix, excusez-moi. Rien d'original si vous avez vu ma précédente vidéo, puisque figurez-vous que le lendemain où j'avais publié cette fameuse vidéo, voilà Tipa que je me trouve deux CD maxi single de Zazie, Adam et Yves et Danse avec les loupes, chacun à 4,50 € à la trocante. Donc deux très beaux objets avec deux photos sublimes. Adam et Yves, je la trouve vraiment forte, vraiment magnifique cette photo. Sur le CD, on a trois titres, la version radio et deux remixes très bons, très clubbing. Les remixes en règle générale, c'est pas toujours très convaincant, mais là en l'occurrence, c'est vraiment du bon son. Et pour Danse avec les loupes, ça c'est une photo de Jean-Baptiste Mondino. Je trouve que ce style un peu street, un peu californien, ça lui va super bien à Zazie. Et sur le CD, c'est super chiant à montrer par contre. Et donc sur le CD, on retrouve quatre titres, pardon. Donc on a le titre original, le titre remixé par Jean-Pierre Pilot et Zazie elle-même qui avait été utilisé pour le clip, le titre Sur toi et un titre inédit, Je ne fais pas le poids, que je suis bien content d'avoir enfin dans mon MP42. Quand j'aurai un appart plus grand, je mettrai ces deux maxi CD bien en valeur sur mes étagères. Parce que là, pour le coup, ils sont rangés de manière très bibliothécaire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos dons pour que je m'achète un appart plus grand. C'était le message caché de cette vidéo. Voilà, guili 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 guili. Récapitulation activée. Donc, nous avions, chers amis, Austin Powers de Jerwash en Blu-ray, Anaconda de Ruiz Loza en Blu-ray, Strass de Vincent Lanoux, Bimanke de Michael Radford et A Hole in My Heart de Lucas Moodysson, trouvé sur une aire d'autoroute. Mais comment est-ce possible? Je m'en remettrai, je m'en remettrai pardon, jamais. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, je vous kiss et je vous dis bye et je vous dis ciao et je vous dis à bientôt. Wouh.